Après avoir défini l'intelligence artificielle et avoir vu que l'intelligence artificielle ne se définissait pas si simplement que ça, qu'il y avait une vraie diversité par rapport à comment la définir, et avoir vu aussi les différents éléments qui composent cette intelligence artificielle, et aussi que cette intelligence artificielle ou le domaine d'intelligence artificielle avait des différents domaines, ces sous-domaines, avec chacun beaucoup de chercheurs qui y travaillaient, et que chacun évoluait à son rythme. Nous avons vu que, du coup, l'IA ne se résumait pas juste au deep learning ni au generative AI, qui avait une vraie diversité. Une fois qu'on a dit ça, on va voir comment le generative AI fonctionne et concrètement aussi comment l'un des meilleures méthodes ChatGPT a été entraîné pour aboutir aux résultats qu'on a aujourd'hui. Donc, pour entraîner un modèle ou pour pouvoir avoir un modèle génératif, il y a plusieurs éléments. Mais le premier élément, si vous avez certainement deviné, c'est d'avoir beaucoup de données pour pouvoir s'entraîner. Une fois qu'on a beaucoup de données pour pouvoir s'entraîner, ce qu'on va essayer de faire, c'est, une fois que le modèle s'est entraîné, on va faire en sorte que l'utilisateur puisse poser une question ici et avoir une réponse pour cette question. Et la question qu'on va poser, il est important de souligner que pour les modèles, les plus importants, c'est des éléments saillants. Il n'est pas important de poser des questions à ChatGPT comme on pose un humain. Et d'ailleurs, OpenAI avait montré que ça ne sert à rien de dire au modèle, par exemple, je veux un poème sur les oiseaux, virgule, s'il te plaît, virgule, merci, etc. Il faut juste, avec uniquement, par exemple, en prenant par exemple uniquement des mots-clés, on peut avoir une réponse qui est exactement pareille. Parce que l'IA va faire en sorte que elle puisse, à partir de cette information, retirer des éléments les plus importants, par exemple, dans l'occurrence ici, que deux mots. À partir de ces deux mots-là, par exemple, elle va essayer d'extraire ou de générer les textes qui correspondent à mieux par rapport aux données d'entraînement qu'elle a vues, c'est-à-dire aux différents poèmes qu'elle a vus lors de son entraînement. Typiquement, par exemple, un poème sur les oiseaux, elle va prendre par exemple le ciel azuré, les oiseaux s'envolent, et ce type de style, on l'a certainement vu dans l'entraînement. Et là, c'est là où certainement des personnes se disent, ok, est-ce qu'il y a, elle est créative, là, elle va générer un poème qui est très joli, donc, est-ce que la créativité existe ou pas, ou c'est une question de génération issue des séquences probables. Je vous laisse répondre. Pour l'instant, je ne vais pas me positionner dessus, mais ce qui est important à souligner, c'est que l'IA crée du texte. L'IA génère du texte à partir de données sur lesquelles elle s'est entraînée. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on va voir par la suite? On va voir qu'il y a eu un boom de ChatGPT. Pourquoi il y a eu ce boom de ChatGPT, à votre avis? Pourquoi ChatGPT, lorsqu'il est apparu, il a fait en sorte que il puisse écraser les précédentes versions ou les concurrences qui existent, en fait, d'avoir un modèle qui surpasse notre attente, en tout cas un modèle qui est passé dans les domaines publics, dans le domaine de recherche, au domaine du public très facilement, mais il y a eu derrière beaucoup de travaux qui a été fait, mais en tout cas, les gens ont vu l'intérêt de l'intelligence artificielle et beaucoup de l'IA générative à ce moment-là. Parce qu'il y a eu du concret, il y a eu des éléments applicatifs. Et c'est là où on passe du laboratoire au applicatif et que les gens se rendent compte de l'intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé? ChatGPT, comme vous le savez, il est basé sur... Qui dit ChatGPT dit GPT. GPT, c'est un modèle pré-entraînement qui est lié surtout pour tout ce qui est tâches génératives. Du coup, Generative Pre-training. Une fois qu'on a ça, OpenAI, depuis très longtemps, a développé des méthodes GPT-1, GPT-2, GPT-3, etc. et 4 qui sont en train d'évoluer au fur et à mesure. C'est quoi les principaux évolutions de ces méthodes? Qu'est-ce qui a fait en sorte que lorsqu'on a sorti ChatGPT, qui utilise du coup chez GPT-3? Pourquoi GPT-3 était mieux ces moments-là que GPT-2 pour pouvoir être exposé au grand public et avoir cette capacité de traiter des questions ouvertes? Des questions ouvertes, c'est-à-dire aujourd'hui n'importe qui peut poser n'importe quoi et avoir une réponse.
certes qui n'est pas toujours satisfaisant, mais au moins avoir une réponse. Du coup, qu'est-ce qui a fait quelles sont les différences clés? Ce qu'il faut souligner, c'est des choses-là. Première, on a eu une explosion de données utilisées lors de l'entraînement. On a eu plus de 15 fois les données qui a été entraîné sur GPT-2. Du coup, fois 15 a été entraîné sur GPT-3. En plus de ça, le nombre de paramètres de ces modèles a complètement augmenté drastiquement. Le nombre de paramètres, il correspond à quoi? Pour simplifier le plus possible, disons que le nombre de paramètres, c'est un peu comme la taille d'un cerveau ou la taille d'un récipient. Plus on a un récipient qui est gros, plus on peut acquérir des nouvelles connaissances. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez boire un verre d'eau, un petit verre d'eau vous suffira. Mais si vous voulez avoir un grand flaque d'eau, il faudra prendre un grand récipient. Et c'est pour ça que du coup, plus le paramètre est grand, plus la capacité du modèle est supérieure. Et du coup, ils ont augmenté drastiquement le paramètre en ajoutant, par exemple, ce qu'on vient de voir sur le réseau, plusieurs couches neuronales qui a permis du coup d'aboutir à ça. Il y a des éléments à souligner. Je vous dis que 1. Données ont augmenté. 2. Les pré-entraînements, le nombre de paramètres a augmenté. 3. Aussi quelque chose à noter, notre capacité de calcul a augmenté, ce qui nous a permis aujourd'hui de faire de plus en plus des méthodes qui s'entraînent sur des GPU plus complexes, qui sont plus développées, etc. Et aussi des méthodes très fines qui ont permis d'avoir des capacités à s'entraîner de façon efficace sur ces GPU, etc. Et tout ça a fait en sorte d'avoir la méthode ChatGPT qui a explosé et qui a permis de voir que les scientifiques derrière le labo ne faisaient pas juste de s'amuser, mais qui avaient vraiment beaucoup d'impact. Une fois qu'on a dit ça, il y a un élément qui est très important à souligner. Je vais vous parler de ce graphique, ce joli graphique. Qu'est-ce qu'il fait, ce joli graphique? Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il nous montre une chose qui est importante. Aujourd'hui, vous le savez, le nerf de la guerre, l'or noir ou l'or de l'IA, c'est les données. Plus on a des données, mieux on peut avoir des réponses. En tout cas, dans le domaine d'apprentissage automatique. Ici, on a un graphique qui dit que, en fait, cette ligne-là, elle reflète bien la ligne bleue ici, en haut. C'est toutes les données que dispose l'humanité ou qu'on a aujourd'hui. Et on voit, par exemple, que GPT-3 a été sorti, il a utilisé une infime partie de données qu'on avait en disposition. Et vous constatez que l'évolution des années fait en sorte que de plus en plus on va avoir des méthodes qui vont s'entraîner sur plus de données qualitatives, etc. Et il en prédit une date à retenir 2028, 2029 à 2030, qui ces méthodes pourront s'entraîner sur toutes les données que l'humanité a à disposition. Et je vous demande une question. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer en 2028? Je vous laisse me laisser en commentaire pour pouvoir aborder cette question et y réfléchir. Mais après 2028, en tout cas, il y aura des changements qui vont arriver. Une fois qu'on a dit ça, on voit que ces méthodes vont viser d'utiliser le plus possible les données que l'humanité possède. Et l'humanité va créer de plus en plus de données, mais il faut savoir que déjà on a franchi certains paliers et on va franchir encore des paliers. En plus de ça, ce qu'il faut noter, c'est comme je vous ai dit qu'il fallait des ressources de calcul pour entraîner ces méthodes. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces ressources de calcul ont un coût même gigantesque. Par exemple, pour entraîner des méthodes comme GPT-3, pour ChatGPT, OpenAI a dépensé plus de 2 millions, voire 4 millions, entre 2 à 4 millions, voire plus, pour entraîner ces modèles. Vous voyez que du coup, la capacité de ces modèles à pouvoir avoir une performance qui peut répondre à toute cas de figure, de questions possibles, on a besoin du coup d'avoir beaucoup de données et beaucoup de ressources de calcul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va réutiliser ces méthodes pour faire du fine-tuning, ces méthodes pré-entraînées avec cette quantité gigantesque pour ne pas dépenser des millions à refaire la même chose que ce qui a été fait.
Du coup, on va juste reprendre ce qui a été fait pour faire des fine-tuning, des petits affinages pour aboutir à des résultats qu'on veut. Une fois qu'on a dit ça, ChatGPT a consommé beaucoup de données, beaucoup de ressources de calcul. Aujourd'hui, si toi, tu veux créer le prochain GPT ou le prochain ChatGPT, à partir de zéro, il te fera beaucoup, beaucoup d'argent. Il faudra lever beaucoup de fonds, comme Mistral et autres, pour aboutir aujourd'hui aux résultats que nous avons. Et vous voyez la raison pourquoi on en a besoin de beaucoup de financement, beaucoup de levée de fonds, beaucoup de force humaine, etc. Une fois qu'on a vu ça, on va s'attaquer à l'élément suivant. Comment ChatGPT a été entraîné? Est-ce que vous êtes curieux par rapport à ça? ChatGPT, il faut 3 étapes. La première étape, c'est déjà avoir une méthode pré-entraînée qu'on va réutiliser. De deux, d'utiliser la supervised fine-tuning, une méthode supervisée fine-tuning, on va revenir, c'est quoi les fine-tuning et autres. Et de trois, utiliser les méthodes de reinforcement learning et en plus avec le feedback que l'utilisateur aura donné. On va voir tout ça dans le détail. Venons voir tout ça. Qu'est-ce qu'on voit concrètement ici? Ici, première chose, c'est on va récupérer des données qui proviennent de l'Internet ou les données disponibles. Une fois qu'on a nos données, on va utiliser l'un des meilleures méthodes qui existent actuellement, ou quasiment pour l'instant, les transformers pour pouvoir faire ces pré-entraînements. Les transformers vont nous permettre de réutiliser du coup cette architecture de base pour entraîner des méthodes comme GPT à avoir ces méthodes pré-entraînées. C'est quoi une méthode pré-entraînée? C'est quoi une méthode fine-tunée? On va voir ça. Une méthode pré-entraînée, concrètement, c'est quoi? Une méthode pré-entraînée, son objectif, c'est simple. C'est de permettre la capacité au modèle de partir d'un point zéro à un point où ils vont pouvoir mieux comprendre les mots. Premier objectif, du coup, de pré-entraînement, c'est de mieux comprendre les mots en jouant à un jeu de devinettes. Si on vous dit c'est quoi les pré-entraînements ou comment un pré-entraînement se fait, retenez juste un mot, c'est devinette. Devinette pourquoi? Pour mieux comprendre les mots. On devine. Et comment ces devinettes vont fonctionner concrètement? Ici, on aura par exemple un texte qui est masqué. On aura un texte on va partir d'un texte, par exemple, la chaîne IA explicable forme le genre à l'IA de façon simple. À partir de ces textes-là, on va pouvoir, par exemple, masquer des éléments. Les éléments qu'on va masquer, on va faire des masquages aléatoires, soit des masquages définis, etc. Mais dans tous les cas, on va essayer de cacher des mots. On va cacher des mots pour faire deviner aux méthodes pré-entraînées quelle suite des séquences des mots a été cachée par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Typiquement, on va prendre par exemple la chaîne IA explicable. À partir de ça, on va chercher quel mot ou quel token on peut mettre ici. Et à partir de ça, on va essayer de deviner la suite, etc., etc. Une fois que la méthode a cette capacité, à partir d'une suite des séquences précédentes, mais aussi d'arriver et de pouvoir prédire précisément les mots ou le lettre ou le token qui manque ici, la méthode aura du coup acquis une certaine compréhension. Du coup, pour relier par exemple des mots comme oiseau, de mettre à côté les mots qui ont un lien et de séparer les mots qui n'ont pas vraiment de lien l'un à côté de l'autre. Voilà, ça, numéro 1, c'est fait. On a notre méthode pré-entraînée grâce au jeu de devinettes. Une fois qu'on a notre méthode pré-entraînée, ce qu'on va faire, on va essayer de faire du fine-tuning. Le fine-tuning, l'objectif, c'est d'affiner cette connaissance. J'aime bien la phrase « Je vous ai fine-tuné aujourd'hui ». Pourquoi? Parce que vous avez au préalable des connaissances que vous avez acquis depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vous ai fine-tuné sur un élément précis, sur par exemple l'IA générative, sur comment l'IA va entraîner. Et cela correspond à quoi? Tous les mots que j'utilise actuellement, vous l'avez certainement acquis au préalable. Et vous avez juste, à ces moments de fine-tuning, associé des mots pour comprendre un nouveau concept. Du coup, fine-tuning, associer des mots ou associer les connaissances qu'on a pour comprendre une nouvelle tâche. Et quel type de tâche on va comprendre? On va par exemple
essayer de faire comprendre le modèle, des tâches de classification, des tâches de similarité, pour de lui donner des mots et de trouver les mots similaires, pour faire des multi-choix, etc., etc. Et cetera. Et tout ça pour permettre d'avoir des méthodes qui sont affinées afin d'aboutir aux objectifs qu'on voudrait. Une fois qu'on a vu notre première étape, on a coché, ça c'est bon. On sait comment les méthodes pré-entraînées a été pré-entraînées. On sait la base. Une fois qu'on connaît les bases, on va voir qu'est-ce qui en sort concrètement. Ici, vous voyez une représentation en des dimensions de ce qu'on appelle les emmenés. Concrètement, tous ces travaux de pré-entraînement, de fine-tuning, qu'est-ce qu'ils ont permis? Ils ont permis d'avoir cette représentation. Dans les cerveaux, par exemple, du l'IA, on sait par exemple que lorsqu'on a mot number, on a à côté country. Donc, country, il y a un mot qui est lié, qui est nations, etc. Dans person, on a son, street, river, etc. On a des mots ici qui sont liés les uns avec les autres en fonction de nos données d'entraînement. Vous voyez du coup que l'IA va avoir une certaine représentation pour mieux comprendre du coup votre question. Elle va dans un espace multidimensionnel projeter les mots pour les lier. Et à la fin, si un mot, s'il veut comprendre un mot, elle va essayer de rechercher par exemple dans cet espace quels sont les mots, le similaire, etc. pour vous donner les réponses la plus adéquate. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe par la suite? On a bien construit nos modèles pré-entraînés. On sait du coup que si on regarde les mots, ah c'est joli, ils sont bien liés, ça correspond bien à notre contexte. On va voir par exemple la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? Le supervised fine-tuning. Le supervised fine-tuning, il va faire quoi concrètement? Il va prendre des questions qui sont posées par des utilisateurs. Par exemple, tu dis quelle est la meilleure chaîne pour apprendre l'IA, elle te dit c'est l'IA explicable, etc. Tu vous posez plusieurs questions. Lorsque vous poserez plusieurs questions, ici, c'est pas l'IA qui va vous répondre, mais c'est plutôt un humain qui va essayer d'apporter des réponses. L'humain, concrètement, il va essayer de vous donner des réponses par rapport aux questions que l'utilisateur a posées. Du coup, on va oublier un peu notre chatbot et ici, on aura un autre humain qui va se positionner pour répondre à vos questions. Et qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va prendre notre question et la réponse que l'autre humain nous aura donnée. Pourquoi cela c'est nécessaire? Parce qu'en fait, l'objectif premier, c'est de faire déjà un premier fine-tuning pour comprendre comment un humain pourra répondre à des questions. Qu'on va tester beaucoup, beaucoup de questions et l'autre humain pourra répondre à beaucoup de questions. Et tout ça, on va essayer de collecter cette masse de données pour à la fin avoir un fine-tuning ou refaire un fine-tuning sur ces données-là que l'humain lui-même s'est posé et a généré pour à la fin imiter ce comportement que l'humain a pour mieux comprendre une question, pour mieux la synthétiser, etc. Ok, on a notre deuxième exemple ou notre deuxième étape qui est faite. Troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le reinforcement learning. Pour rentrer dans les détails sur le reinforcement learning, c'est quoi concrètement? Quelle est la différence entre reinforcement learning et deep learning? Le reinforcement learning ou l'apprentissage par renforcement, il va se baser sur trois choses. Il y a un environnement. Un environnement, par exemple, aujourd'hui, on aura par exemple notre environnement, c'est des images qui vont défiler sur notre ordinateur. Et on a un agent. Un agent, par exemple, ça peut être un GPT, ça peut être un chatbot, etc. C'est notre modèle qui va prendre du coup de décisions. Notre modèle, à chaque fois, par exemple, qu'ici, qui va voir une image d'un oiseau, on va lui demander d'entrer la touche entrée. Ce sera du coup l'action. Et à partir de l'action, on va lui donner une récompense qui est soit un reward, c'est-à-dire une récompense, ou soit une punishment, c'est-à-dire un punition. Le reward, c'est quoi? Ça va correspondre à quoi? Par exemple, s'il a bien détecté que cette image est un oiseau et qu'il a bien entré, alors dans ce cas-là, on va lui donner des étoiles. On va lui donner plus d'étoiles pour qu'il soit satisfait. Et dans les cas contraires, s'il donne des mauvaises réponses,
on va lui donner carton rouge, il ne pourra plus faire des choses ou des activités qui le passionnent. Du coup, on va jouer avec ces mécanismes de punition et gain pour lui permettre de développer quelque chose et développer des stratégies. Les stratégies, ce qu'on va appeler, c'est les politiques qui va lui permettre de maximiser le gain qu'il va avoir. Du coup, à chaque fois, par exemple, qu'il va voir, en fait, qu'on va lui punir, qu'on va lui donner récompense, il va essayer d'améliorer cette stratégie pour aller dans le meilleur sens ou dans le meilleur endroit pour aboutir du coup à une meilleure détection des oiseaux. Voilà le renforcement learning, de façon globale. Une fois qu'on a notre renforcement learning, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va poser ici une question. L'utilisateur va poser une question. Cette question, une fois qu'il l'a posée, notre modèle GPT va essayer d'apporter 3 réponses possibles. Une fois qu'il a donné ces 3 réponses possibles, par exemple, l'humain va essayer d'annoter ces 3 réponses possibles. Par rapport à la question, il va dire, ok, la réponse numéro 3, je ne pense pas qu'elle soit pertinente. La réponse numéro 1, je pense qu'elle est mieux adaptée à la question numéro 1. Donc, du coup, il va essayer de faire un ranking ou essayer de ranger, d'ordonner les questions données par l'IA. Du coup, il va réordonner les questions qui ont été données par notre modèle. Et ça va permettre quoi concrètement? Ça va permettre d'entraîner un modèle, notre reward model, c'est-à-dire notre modèle de récompense, à partir d'une question et à partir du coup des données qu'on a, qui a été annotées par l'humain, de régénérer ces récompenses. Du coup, son objectif, c'est à la fin de prendre une question et de nous générer une récompense. Et tout ça a été fait par l'humain qui a participé encore à cette étape, à la mise en place de ce mécanisme de récompense pour mieux l'entraîner. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, on aura ces éléments-là, c'est-à-dire l'humain, une fois qu'il a bien, il va reposer une question, et qu'est-ce qui va se passer concrètement? En fait, on va réutiliser à peu près ce qu'on avait fait. On va utiliser ici les PO, des méthodes de renforcement un peu spécifiques. On va utiliser notre policy, des stratégies, et ces stratégies-là vont permettre par exemple de générer des récompenses grâce à notre modèle. Ces récompenses vont être par la suite analysées et données par exemple une récompense. Ces réponses vont être du coup données, vont être associées à des récompenses. 0,8 par exemple pour dire oh la réponse numéro 1, elle n'est pas très pertinente, elle est très pertinente dans ce contexte, du coup elle aura 0,8 etc. pour donner des récompenses à chaque réponse et par la suite de mettre à jour notre politique. Et l'objectif c'est quoi? C'est faufiler. On a une question. Cette question, on va essayer déjà, grâce aux connaissances que l'humain avait données à l'étape numéro 2 pour pouvoir répondre, et aussi à l'étape numéro 3, c'est-à-dire d'ordonner, on va pouvoir mettre en place, d'adapter notre stratégie. Ok, cette question, là, je me suis échoué sur la première fois. J'avais dit que j'ai proposé 3 questions. Là, je vais vous proposer par exemple des questions un peu mieux, etc. pour adapter cette stratégie et arriver à ce que le modèle ChatGPT fait aujourd'hui, c'est-à-dire répondre aux questions précisément de la meilleure de façon. Une fois qu'on a dit ça, on va synthétiser. On a vu en fait que ChatGPT, il est en train d'impacter de plus en plus plusieurs domaines. Au-delà en fait de l'intelligence artificielle, il touche plusieurs domaines comme la 5G, la 5G, le big data, etc. Et qu'il touche aussi plusieurs domaines comme l'éducation, la santé, l'agriculture, le marketing, le jeu, etc. Qu'il est en train de bouleverser en tout cas plusieurs domaines et de faire en sorte qu'il soit le prémisse de différentes évolutions, différents progrès qu'on va avoir. Finalement, je vous dis quoi? Je vous dis merci. Merci d'avoir été là jusqu'au bout de cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas, dans les vidéos qui arrivent, nous allons voir l'historique et le futur de l'IA pour décortiquer tout ça et arriver à cette formation qui vous permettra à la fin, à partir d'un problème, apporter la meilleure solution et de développer par vous-même ces méthodes ou ces modèles d'IA. J'espère que j'ai assez été clair. S'il y a un point flou, des éléments que vous n'avez pas compris sur cette partie, n'hésitez pas à me laisser un message. Je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible sur LinkedIn
ou soit sur le commentaire de cette vidéo. Je vous dis merci et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.